Accueillir pour ce nouveau Café Philo avec un intervenant nouveau que vous allez découvrir. C'est la première fois qu'il intervient chez nous. On le présentera dans quelques minutes. Je commence par les annonces auxquelles vous êtes habitués chaque mois depuis très longtemps. D'abord le Café Philo du mois prochain. Février en 28 jours, il aura lieu le 16 mars alors qu'on est le 16 février aujourd'hui, donc c'est facile à retenir au niveau de la date. Et ça sera un duo comme on vous l'a présenté déjà un certain nombre de fois dans le passé, avec mon ami Claude Césari, physicien universitaire. C'est surtout lui qui interviendra, mais je mettrai mon petit grain de sel. Donc reconstruire l'homme, tout ce projet de transformation de l'humain avec l'ingénierie biologique, le transhumanisme, voilà. Donc je pense que c'est un sujet d'actualité qui devrait intéresser chacune et chacun d'entre vous. Et puis un événement plus proche. Tout à l'heure, on a inauguré à la Garde le salon Thémar, que j'organise chaque année depuis 2012, c'est le 6e. C'est une manifestation très originale en France, où on essaye de faire travailler conjointement, parallèlement, des plasticiens et des intellectuels, des philosophes, au sens large du terme. On avait très bien démarré en 2012 avec Luc Ferry, qui nous avait parlé de la mythologie. Et donc cette année, le thème, on a fait un petit clin d'œil à mai 68, c'est Révolution, avec un petit S entre guillemets. L'idée c'était qu'on soit presque les premiers en France à commémorer le 50e anniversaire de mai 68, donc tout le monde sait qu'il a eu une incidence importante sur l'évolution de notre société. Donc dans une semaine, le 24 février, à 15h, salle Gérard Philippe, vous aurez le colloque Thémar sur Révolution avec des intervenants de grande qualité, en tout cas les deux premiers d'entre eux, puisque je suis le troisième et je n'oserais me qualifier d'intervenant de qualité. Donc on aura Michel Maffezoli, immense sociologue, spécialiste de la post-modernité, qui a écrit des dizaines d'ouvrages, qui est traduit dans le monde entier. Et puis on aura une éminente politologue, qui est Chantal Delsol, qui écrit régulièrement dans le Figaro, qui a créé l'Institut Hannah Arendt en France, qui est une grande dame, je dirais, de la philosophie politique. Quant à moi, j'évoquerai mes 68 et mes souvenirs d'étudiant à Nice pour ensuite mener une analyse un peu plus théorique sur les conséquences de mai 68 sur la société française. Voilà, donc vous êtes les bienvenus, parlez-en autour de vous. Ce serait dommage que ces éminentes personnalités n'aient pas un public large. En général, ça s'est toujours bien passé. On a toujours eu entre 300 et 400 personnes pour le colloque de l'art, mais cette année, j'espère que ça se passera au moins aussi bien. Donc voilà pour les événements à venir. Ce soir, donc, nous accueillons quelqu'un qui est intervenu au Café Philo, notre jumeau, vous le savez, le Café Philo de Sanary, dont je suis le vice-président, dont Michel Béringuier est le président. J'y interviens régulièrement. Donc, c'est grâce à Michel Béringuier que ce soir, nous avons avec nous Hubert Ripoll, qui est un éminent psychologue, qui a été universitaire, qui est en retraite à présent, qui a terminé sa carrière à Aix-Marseille, et qui a, si vous tapez Hubert Ripoll sur Google, vous allez voir, il a une grande bibliographie et des ouvrages qui ont été très bien reçus dans la presse en général. Donc il a publié Le mental des champions, et il a travaillé particulièrement sur la performance, sur les hommes qui vont au-delà d'eux-mêmes. Donc Le mental des champions, c'est chez Payot. Il y a eu 2 éditions. Le mental des coachs ensuite, parce que ces champions, ils ont besoin de coaching. C'est toujours chez Payot. Et puis l'ouvrage qui va donner naissance au sujet qu'il traite aujourd'hui, Enquête sur le secret des créateurs, chez Payot en 2015. Et puis il y en a un dernier, La résilience par le sport, chez Odile Jacob en 2016. Voilà, donc on est vraiment très heureux de l'accueillir. Monsieur Ripoll, on est vraiment heureux de vous avoir parmi nous ce soir et heureux de vous laisser la parole. Et je pense, comme Fabien Nivière qui est intervenu vraiment à la satisfaction générale le mois dernier, il est probable, mais c'est vous qui déciderez, que vous êtes au début d'un véritable abonnement avec le Café Philo de la Garde. Avant de terminer, comme chaque mois, je vous indique le menu qui nous attend tout à l'heure pour les personnes qui veulent dîner à l'auberge provençale avec le conférencier et continuer nos débats. Nous attendons tout à l'heure une brochette de moule, un saumon vapeur à la crème d'ail et sa garniture, dessert, café et vin compris, au prix de 25 € inchangé. Donc après le discours de M. Ripoll et avant le débat, on demandera à ceux qui veulent rester dîner avec nous de lever le doigt pour qu'on puisse prévenir les cuisines de l'auberge provençale qui nous accueillent toujours magnifiquement. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je suis très heureux
de laisser la parole à Hubert Ripoll. Bien. Bien, merci Monsieur Cadavolo, merci pour cette invitation, et puis merci à vous d'être venu écouter ce que J'ai oublié de dire, pardonnez-moi, de vous couper dès le début, que M. Ripoll a mené l'ouvrage qui précisément donne naissance à ce café philo, qui sera un bonheur tout à l'heure, évidemment, si vous êtes passionné, et j'en doute pas par son discours, de prolonger ce café philo. Et puis, dernier point, je présente mes excuses vraiment les plus plates. Je découvre en lisant le bulletin officiel une monstrueuse faute d'orthographe, quel que soit leur domaine de compétence, quel que soit au pluriel, domaine de compétence au singulier. On travaille toujours un peu dans la précipitation, et moi qui suis un amoureux de la langue française, je vous fais vraiment mes plus plates excuses pour cette monstrueuse faute d'orthographe qui apparaît dans le chapeau de notre bulletin. Pardonnez-moi, merci. Bien, donc je vais vous parler de création. Peut-être deux mots pour vous dire pourquoi je suis arrivé à aborder cette question, comment dans mon parcours de psychologue je suis arrivé à cela. Comme vous l'a dit Philippe Granarolo, j'ai essentiellement travaillé dans le domaine du sport et j'ai travaillé avec quelques-uns des plus grands champions français qui étaient eux-mêmes des numéros 1 dans le monde. Quand on travaille avec ces gens-là, on ne se contente pas de les accompagner, on essaye de comprendre comment ils s'en sont arrivés là. Si un individu arrive à être numéro 1 dans le monde, bien sûr qu'il a un certain nombre de compétences motrices, biologiques et autres. Il a aussi des aptitudes psychologiques tout à fait particulières. Et il y a quelque chose qui fait qu'un jour, cette personne va s'engager dans cette voie de manière obsessionnelle pour peut-être arriver et peut-être ne pas y arriver. J'ai toujours essayé de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un individu accepte de rentrer dans le sport comme on rentre pour certains en religion et ne jamais en sortir finalement. J'ai aussi participé aux premiers travaux qu'il y a pu y avoir en France pour essayer de sélectionner des futurs champions. Donc, j'ai mis en place un certain nombre d'outils et j'ai aussi suivi, puisque je mettais en place ces outils, avec d'autres bien entendu, j'ai aussi suivi ces individus pendant 5, 10, 15 ans. Et puis là, quand on suit des individus, il y a quand même des surprises. Il y a ceux dont tout le monde pense qu'ils deviendront de grands champions et qu'ils ne le deviennent pas. Et puis il y a ceux dont on se dit qu'ils sont là, oui, mais pourquoi pas, et qui finalement se mettent à faire des choses invraisemblables. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment passionné, que j'ai toujours essayé de comprendre. Qu'est-ce qui fait que certains d'entre nous atteignent des étoiles? C'est-à-dire qu'ils atteignent l'inaccessible et qu'ils vont sortir de cette immense mêlée pour devenir des icônes. Il s'avère que parallèlement à cela, je travaillais avec de grands mathématiciens et de grands joueurs d'échecs. Et là aussi, je me suis toujours posé la question, pourquoi sont-ils arrivés là où ils sont arrivés? Et donc, ce souci qui m'a toujours animé, je l'ai investi pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un individu va devenir un créateur. Alors, vous pouvez, vous-même, vous avez bien quelques idées sur le fait que l'individu devienne un créateur. Bon, ce qui est logique, ce à quoi on pense, on se dit d'abord, il a des capacités mentales qui sont hors du commun. Quand je parle de créateurs, c'est des individus qui sont vraiment les numéros 1, au moins dans un pays et souvent dans le monde. Ils ont des dispositions particulières.
On peut se dire aussi, ils sont, pour être numéro un, une des conditions, c'est d'être issus d'un environnement favorable. Effectivement, les lignées de Mozart, les lignées de Bach et combien d'autres, ou des lignées de mathématiciens, je pense à Poincaré par exemple, et ceux qui arrivent, les enfants de Poincaré, les enfants au sens large. Bon, il y a des lignées, environnement. Mais oui, mais qu'est-ce qui m'explique qu'un Angelin Prejlocage, que vous devez connaître, ce grand chorégraphe, considéré actuellement comme le plus grand ou l'un des plus grands chorégraphes, qu'est-ce qui fait que cet homme qui est albanais, il vient d'Albanie, il se trouve dans une banlieue parisienne, dans des conditions qui sont vraiment extrêmement difficiles, et qu'est-ce qui fait que hier soir, je crois, Angelin Prejlocage a donné à la criée un Roméo et Juliette absolument prodigieux. Et voilà. Pourquoi? Quel était son environnement? Qu'est-ce qui fait qu'un Rudy Ricciotti, qui est un fils de maçon, quelqu'un qui travaille sur un chantier, qui travaille durement, qui est un gamin qui est élevé dans les pires des conditions, extrêmement difficiles, dans un milieu où la culture n'entre pas. Qu'est-ce qui fait que Rudy Ricciotti devient un des plus grands créateurs, architectes? Des exemples comme ça, on en a foison. Autrement dit, certes, l'environnement joue, mais l'environnement ne fait pas tout. Puis il y a une troisième série de facteurs que l'on évoque. Bien, pour devenir un grand créateur, il faut avoir été blessé. Et la création est un outil qui permet de soigner une blessure et d'entrer en résilience. Alors évidemment, il y a ce grand nombre d'auteurs, notamment, évidemment, des peintres, notamment des écrivains. Alors on va penser à Baudelaire, on va penser à bref, tous les traumatisés de la création, et on va en trouver, et on va dire, ben voilà, la création a été le moyen qu'ils ont trouvé pour sortir de l'effroyable état psychologique dans lequel ils étaient et de faire quelque chose de leurs blessures. Et voilà un peu les arguments que l'on a, mais tout ça c'est à chaque fois remis en question. Bon, par exemple, le fait qu'il faille être blessé n'écarte pas le cas qu'il y a des créateurs qui apparemment ne présentent pas de blessure particulière. Picasso, Cézanne. Évidemment, Gauguin, il y a des problèmes, mais Cézanne, on n'en voit pas. Et donc, j'ai voulu essayer de comprendre cela. J'ai voulu essayer de comprendre cela, d'autant que dans la littérature, on ne trouve quasiment rien. Il y a un gros pavé qui a étudié plusieurs centaines de créateurs et qui les a, c'est un auteur américain, qui les a analysés surtout d'un point de vue sociologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que dans l'environnement un individu va sortir, qui a étudié aussi certains traits de personnalité, mais finalement il y a très très peu de choses. Alors, pour ma part, je travaille depuis longtemps sur des thèmes particuliers où je croise des contenus théoriques, ce que l'on dit dans un domaine, ce que disent les chercheurs dans un domaine particulier, et je vais à la rencontre de personnes qui sont des cas d'études, et je vais croiser ce que dit la science par rapport à un problème donné, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un individu crée, et je croise cela avec des expériences singulières. Ces expériences singulières, j'ai été les chercher chez 24
grand créateur. Alors, créateur dans quel domaine? Dans le domaine artistique, par exemple, Angelin Pajocage, Jean-Paul Goude, que vous connaissez aussi probablement, bien d'autres. Je pense à Robert Dédiguian, par exemple. Et alors ça, ce sont des créateurs dans le domaine artistique. J'ai travaillé avec des créateurs dans le domaine scientifique. Donc ils sont en principe soit prix Nobel, soit médaille Fields, si ce sont des mathématiciens. Donc vraiment des personnalités de premier plan. Et puis j'ai travaillé avec des inventeurs. Alors, les inventeurs, ils sont architectes, j'ai cité Rudy Ricciotti, mais ça peut être inventeur dans différents domaines, multiples et variés, je présenterai ça au fur et à mesure. Et donc j'ai travaillé avec ces personnes-là. Ma méthode de travail est toujours la même, quel que soit le thème que j'aborde. Je formule mes hypothèses à partir de la connaissance que j'ai, moi en tant que psychologue, de ces questions-là, de ce que dit la littérature. À partir de là, je formule mes hypothèses et je vais m'entretenir avec ces personnes-là sous la base de questionnaires, d'entretien libre, semi-directif, pour les amener sur les terrains sur lesquels m'ont amené ces contenus théoriques. Et je vais croiser l'ensemble. On procède à partir de plusieurs entretiens. À la suite du premier, j'envoie le contenu in extenso de ce qu'ils m'ont dit. Je leur demande de le relire. Je pose quelques questions dans le texte. Puis je les revois une deuxième fois en approfondi, puis je les revois une troisième fois. Certains, ça s'arrête 2 fois, d'autres, ça peut aller jusqu'à 5-6 fois, et ça peut durer pendant plusieurs mois. Alors, parmi les intuitions que j'ai eues avant d'engager ce travail, d'abord j'avais une conviction qui vient de mon expérience, c'est que ces personnalités exceptionnelles, je pense que nous avons plus de choses qui nous relient à eux que de choses qui nous en éloignent. C'est-à-dire que je me considère, et je vous considère tous, comme des créateurs en puissance. Et ces personnes, somme toute, ça c'est ma conviction, ont développé quelque chose que nous avons tous. Ça c'est une première façon de considérer les choses. La deuxième, je me suis dit, mais le véritable créateur est quelqu'un qui crée jusqu'à la mort. Qu'est-ce qui fait que Renoir peint toute sa vie? Renoir est perclus d'arthrose, il ne peut plus depuis très longtemps tenir un pinceau, il est dans son lit, il va mourir, il demande à sa gouvernante de lui passer son pinceau et ses papiers aquarelles. Il va se mettre à dessiner de mémoire quelque chose et il va dire ceci: je commence à y comprendre quelque chose. Et là-dessus, dans les quelques heures qui suivent, Renoir va mourir. Qu'est-ce qui fait que cette personne a été cherchée comme ça? Qu'est-ce qui fait que Cézanne peint la montagne Sainte-Victoire je ne sais combien de fois et finit par mourir sur les coteaux de la montagne Sainte-Victoire? Donc cette idée que si des individus persévèrent toute une vie pour
pour sans cesse se rapprocher d'un idéal, mais de ne jamais l'atteindre, puisque si l'idéal est atteint, ben on arrête. Bien, il faut deux choses. Il leur faut un carburant qui est absolument permanent, un carburant qui ne s'éteigne jamais. Le seul carburant qui ne s'éteigne jamais chez nous tous, c'est notre imaginaire. Notre imaginaire, nous pouvons le consommer en permanence. Ah, il y a des facteurs qui font que on peut arrêter de faire fonctionner son imaginaire. Mais l'individu qui est parti dans son imaginaire, tout en restant les pieds sur terre, et quelquefois difficile, ça, il utilise un carburant permanent. Et donc, je me suis dit que ce qu'on appelle la pulsion à créer, c'est quelque chose qui a à voir avec l'imaginaire. Et j'ai été chercher notamment dans ce sens-là. Alors, les choses dans mon enquête se sont décantées à partir d'un moment où j'ai de poser une question extrêmement simple. La question était aussi simple que ceci. En remontant le plus loin possible dans votre travail de créateur, quelle est la première émotion que vous avez ressentie en relation avec cette activité? Je n'ai pas dit la première création, la première émotion. Quel est le premier moment où il s'est passé quelque chose? Puisque mon hypothèse était telle qu'il faut un carburant qui est inépuisable, donc que l'imaginaire soit tout le temps en action, et cette idée que cet imaginaire, il faut bien le déclencher, il faut bien qu'il y ait une étincelle qui fasse, en gros, qui allume le système et qui lui permette de durer. Et c'est là que les choses, première chose intéressante dans mon travail, se sont décantées. Alors je vous ai parlé tout à l'heure d'Angelin Brejlocage, et je vais vous dire ce que dit. Alors mon livre est un va-et-vient entre des contenus théoriques, où j'explique en vulgarisant qu'est-ce que c'est que la création, comment on s'y prend, comment on avance, et ainsi de suite, et puis évidemment des entretiens avec les personnes avec qui j'ai travaillé. Il faut imaginer Angelin Brejlocage, environ 9 ans environ. Je vous ai dit qu'il habite en banlieue parisienne. Il vit dans une famille d'immigrés albanais. Il fait du sport et il fait du judo. Il dit ceci. Ma première émotion, une photographie de Rodolphe Nureyev suspendue dans un seau magnifique, dans une belle lumière de spectacle comme on en fait dans les théâtres. La photo se trouvait dans un livre que m'avait prêté une camarade de classe. Je devais avoir 11 ans. J'ai emmené ce livre chez moi et une fois ouvert, je suis tombé en arrêt devant cette image de Rodolphe Nureyev, splendide dans son sceau. C'est surtout la légende de la photo qui m'avait frappé. Nureyev, transfiguré par la danse. Donc je dis à Angelin, transfiguré, qu'est-ce que ça signifie pour un enfant de 11 ans? Il me dit, je n'ai pas saisi le mot transfiguré. Voilà ce que j'en ai compris. Transfiguré était un mot que je ne connaissais pas et que j'ai associé à la beauté de ce visage rayonnant. Pour moi, transfiguré par la danse voulait dire rendu tel par la danse, par la projection de l'intériorité de l'être. J'ai fait plusieurs allers-retours entre la légende et ce visage, transfiguré par la danse. Je n'arrêtais pas de me répéter. Lorsque j'ai rendu ce livre à mon amie, je lui ai demandé où elle faisait de la danse. Elle m'a indiqué le cours qu'elle suivait et m'a proposé de venir. Je me retrouvais pour la première fois de ma vie dans un cours de danse classique, une révélation pour moi qui faisait du judo depuis plusieurs années.
l'environnement d'Angelin Préjocage, parlons-en. Il va aller à son premier cours de danse avec son kimono de judo. Il va s'acheter un costume de danse, et lorsque sa mère trouvera le costume de danse, elle découpera le costume au ciseau. Il y a quand même un environnement plus favorable que ça. Ce qui est assez incroyable, c'est que 25 ans plus tard, Nureyev va rencontrer Angelin Préjocage, et Nureyev va lui demander de créer un ballet pour l'Opéra de Paris. Et Angelin Préjocage créera un ballet qui s'appelle Le Parc. Qu'est-ce qui s'est passé donc à ce moment-là? Une émotion que j'appelle une émotion créatrice, c'est-à-dire un transport de la pensée, certains diront de l'âme, une façon d'approcher quelque chose qui est à la fois indicible et dans lequel on peut s'épanouir dans cette idée, et c'est cela qui est au déclenchement de toute une vie de travail pour sans cesse s'approcher de cette inaccessible étoile. Je donnais l'exemple de Préjocage. Il y a 24 créateurs et vous trouverez 24 événements de ce type, les uns les plus incroyables que les autres. Je vais vous en citer un autre que j'aime beaucoup. Cet autre-là, c'est donc l'émotion créatrice de quelqu'un qui s'appelle Michel Brunet. Michel Brunet est on dit l'inventeur, on va dire le découvreur de notre plus vieil ancêtre, 8 millions d'années avant notre ère. Vous vous rappelez de Yves Coppens, qui découvre Lucie, moins 3,5 millions avant notre ère. On considère que Lucie est le premier unité, et Michel Brunet, lui, va découvrir Toumaï, 8 millions avant. Donc l'embranchement, et pour le moment, on n'a pas été plus loin. Alors comment ça naît tout cela? Cette première émotion s'est produite pendant la guerre. Mes parents habitaient à Versailles, en France occupée, et ma mère m'avait envoyé vivre chez mes grands-parents qui avaient une ferme dans le Poitou. C'est là que j'ai appris la nature et que je suis devenu naturaliste. Avec l'aide d'une grand-mère qui m'adorait et que j'adorais, avec qui j'avais négocié de ne pas aller à l'école. C'est elle qui m'a appris à lire et à écrire. J'étais un peu comme un enfant sauvage, toujours dans la nature. Le Poitou, c'est le seuil de deux bassins, le bassin parisien et le bassin aquitain, avec beaucoup de calcaire de l'ère secondaire, et mes premiers fossiles datent de cette époque. J'allais avoir 6 ans. Je vous en parle aujourd'hui, bien longtemps après. Comme si cela était resté intact dans ma mémoire. Je pourrais vous amener très précisément là où j'ai trouvé ce premier fossile. J'étais assez solitaire et mon seul compagnon de l'époque était un chien. Quand je pose à Michel Brunet la question, parce que le jour où j'ai rencontré Michel Brunet, il faut quand même imaginer que cet homme-là, qui avait à l'époque plus de 70 ans, était professeur au Collège de France, il partait le lendemain en mission en Antarctique pour aller chercher dans le permafrost quelques fossiles qui lui étaient nécessaires à ses hypothèses de travail. Cet homme-là partait avec un défibrillateur sous le bras, puisque les médecins ne voulaient pas qu'il parte. Et quand je pose la question à Michel Brunet, mais celui qui part en Antarctique, de Michel Brunet, qui part en Antarctique, quelle relation a-t-il avec cet enfant qui découvre un fossile pour lequel c'est cette émotion créatrice et qui va générer tout le reste? Et il me dit, comme beaucoup d'entre eux, c'est tellement évident, je n'y avais pas pensé, mais c'est le même. Autrement dit, cet homme-là, qui était un vieil homme,
avait encore dans le regard l'illumination de ce premier fossile. À partir de là, évidemment, j'ai exploré tous les recoins des pensées de mes créateurs et j'ai essayé de comprendre comment les choses se produisaient. Et ceci est valable pour nous tous. Et ceci est valable pour tous les, non pas les enfants que vous avez, parce qu'eux sont âgés, mais les petits-enfants que vous pouvez avoir. Et donc, cela mérite attention d'essayer de comprendre comment les choses se produisent. D'abord, la première chose que relatent toutes ces personnes, qui souvent retrouvent cette émotion après l'avoir complètement oubliée, c'est moi qui les force, par ma façon de travailler, à retrouver ces moments-là et à travailler sur ça. La première chose, c'est que cette émotion produit pendant un instant un équilibre absolu. C'est-à-dire le sentiment d'être bien là où on est, dans le monde où on est. Cette émotion, elle intervient en gros entre 6 ans et 10-11 ans. C'est-à-dire très tôt. C'est-à-dire à un âge où l'on ne peut pas utiliser des concepts pour caractériser les émotions, où il est très difficile de mettre des mots sur ce que l'on ressent, et où l'enfant entre en relation avec l'environnement, où il absorbe l'environnement sans pour autant rationaliser comme le fait un adulte. Il va lui falloir beaucoup de temps après pour pouvoir essayer de comprendre ce qui se produit. Donc, premièrement, un choc absolu. Un équilibre absolu, pardon. Deuxièmement, un choc émotionnel. Je me suis rendu compte que, pour tous, cet événement se produisait alors que l'équilibre de l'enfant était instable. Quand je dis équilibre instable, je n'ai pas dit traumatisé. Je n'ai pas dit malade mental. Je dis tout simplement que l'enfant se développe dans un environnement où un certain nombre de choses sont contrariantes sans qu'il puisse les expliquer. Des parents qui se séparent, un décès dans une famille, dans la famille, la perte de quelque chose, un exil. Donc quelque chose qui, l'enfant vit dans son environnement et il est à la recherche d'un équilibre et quelque chose d'insignifiant va mettre le feu et produire cette émotion qui va emporter l'enfant et qui, l'espace d'un instant, va lui faire trouver un équilibre qu'il n'a pas. Mon hypothèse est que ce moment particulier crée chez l'enfant une empreinte, c'est-à-dire une empreinte, comme le mot l'indique, qui est vraiment permanente, qui va s'inscrire dans le psychisme de l'individu. Cette empreinte et cette émotion, d'une manière générale, elle a lieu dans un environnement qui est plutôt sécurisant. Très souvent, la personne qui est soit proche, immédiatement là, soit dans un environnement pas très lointain, mais la personne qui joue un rôle important à ce moment-là, c'est l'un des grands-parents. Les grands-parents jouent un rôle tout à fait fondamental. Le nombre d'exemples est ahurissant et il se répète tout le temps. Dans l'exemple de Brunet, Michel Brunet, Michel est dans une famille où
les choses se passent mal. Heureusement pour lui, il y a la guerre. Heureusement pour lui, il est chez sa grand-mère. Heureusement, sa grand-mère va non seulement l'aider, mais va lui servir de tuteur de résilience. Et la première chose qu'il va faire lorsqu'il va découvrir ce fossile, c'est qu'il va apporter son fossile à sa grand-mère. En matière de cailloux, une des grandes joaillères avec qui j'ai travaillé, c'est lorsqu'elle, c'est une Suisse-allemande, c'est en se promenant dans la campagne, dans la montagne avec son grand-père, qu'elle voit à un moment donné une pierre qui lui paraît absolument extraordinaire et qui fait qu'elle va prendre cette pierre, elle l'a complètement oubliée, et lorsque je suis dans son atelier, elle me dit « Tiens, mais cette pierre la voilà ». Et je lui pose la même question, mais quel rapport entre cette pierre qui était insignifiante et tout le reste? Et pourquoi l'avez-vous gardée? Puisque somme toute, des pierres comme ça, ça ne vaut pas grand-chose, alors que vos œuvres coûtent des millions d'euros. Et des exemples comme ça, il y en a à foison. Autrement dit, déséquilibre, choc émotionnel, partage avec des personnes qui sont proches et qui sont sécurisantes, peu les parents, très souvent les grands-parents. À partir de là, l'enfant va jouer à reproduire cette émotion. Ce sont les jeux auxquels on voit s'adonner des enfants de manière très répétitive, sans que l'on comprenne pourquoi ils jouent toujours à ces choses-là. Ces jeux sont souvent perçus comme des jeux non sérieux. Angelin Prejlocage n'esquissait pas des pas de danse chez ses parents albanais. Yves Saint-Laurent ne passait pas son temps à jouer, à découper ou à dessiner des modèles et à faire de la couture devant ses parents, même si sa mère a été sa principale admiratrice au moins au départ. Donc ces jeux, ce sont des simulacres, ce sont des substituts, c'est-à-dire ce sont des moments où l'on pratique une activité uniquement pour retrouver cette émotion créatrice, ce bien-être passager. Et là, c'est pendant toute cette période que la future activité du créateur va être en gestation. La plupart du temps, nous, adultes, nous ne le voyons pas. La plupart du temps, la société va s'efforcer de remplacer ces jeux qui, quelquefois, paraissent absurdes par des jeux beaucoup plus sérieux. Et il y a aussi des sociétés qui très mal une foultitude de jeux qui peuvent détourner l'enfant aussi de tout cela. Donc, vous voyez comment se fait cette gestation. Ensuite, il va y avoir un moment où l'enfant, devenu adolescent ou jeune adulte, va entrer dans le domaine. C'est-à-dire qu'il va dire que moi, je veux faire du théâtre. Si ça se passe bien, on mettra dans un cours de théâtre. Moi, j'aimerais faire du cinéma. Moi, je veux être architecte. Et donc, c'est le début d'une probéteutique, c'est-à-dire on va rentrer dans une activité, on va rentrer dans une école, et l'on va exercer son art de manière à apprendre tout ce que les autres ont fait avant vous-même, de manière à pouvoir les dépasser. Ensuite, va intervenir le début de la création. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, l'acte de création permet d'atteindre un équilibre, mais permet d'atteindre un équilibre qui est transitoire. L'équilibre n'est jamais définitif, sinon on arrêterait de créer. Albert Camus dit ceci,
dans un très beau texte qu'il appelle la création sans lendemain. Si quelque chose termine la création, ce n'est pas le cri victorieux et illusoire de l'artiste aveuglé qui pense « j'ai tout dit », mais la mort du créateur qui ferme son expérience et le livre de son génie. Ce qui veut dire que pour Albert Camus, seule sa mort le délivrera de ce besoin de création, puisqu'il n'arrivera jamais à la création parfaite. Patrick Modiano dit ceci dans la conférence pour le prix Nobel. Il dit ceci, parce qu'il parle du sentiment éprouvé à la fin de l'écriture d'un livre. Il dit ceci: vous éprouvez un grand vide et le sentiment d'avoir été abandonné, et aussi une sorte d'insatisfaction à cause de ce lien entre le livre et vous qui a été tranché trop vite. Cette insatisfaction et ce sentiment de quelque chose d'inaccompli vous poussent à écrire le livre suivant pour rétablir l'équilibre, sans que vous n'y parveniez jamais. À mesure que les années passent, les livres se succèdent et les lecteurs parleront d'une œuvre. Mais vous aurez le sentiment qu'il ne s'agissait que d'une longue fuite en avant. Alors maintenant, reste à examiner les conditions de la création. Puisque, si mon analyse est la bonne, beaucoup d'entre vous, sinon tous, ont eu un moment dans leur vie cette fascination pour un petit quelque chose qui, l'espace d'un instant, vous a rempli de bonheur. Et puis, vous ne l'avez pas gardé, sauf s'il y a ici de grands créateurs. Mais pour moi, il n'y a pas de petits et de grands créateurs. Ceux qui sont encore dans la création parmi vous, ou ceux qui y sont retournés une fois arrivés, passer les choses sérieuses, la vie professionnelle, pour s'engager dans les choses futiles et qui ne sont pas sérieuses, qui permettent de faire ce que l'on a envie une fois la retraite arrivée. Alors, les conditions sont les suivantes. D'abord, pour être créateur, il faut durer longtemps, parce qu'on est rarement reconnu très tôt. Et pour durer longtemps, il y a une condition. C'est que ce qui guide votre création n'est pas la satisfaction de l'ego, mais l'accomplissement de soi. S'accomplir dans mon œuvre, plutôt que de briller par mon œuvre. Enki Bilal dit ceci: il y a une forme d'exigence, d'ambition pour ce que je fais, et je continue à être dans cette exigence, même si je dois laisser en chemin des gens qui ne me suivent pas. Il faut que j'avance. J'ai bien un œil sur la notoriété, mais ce n'est pas le principal. Cette reconnaissance me rassure. J'aurais pu travailler toute ma vie en tant que peintre sans me poser la question de la cote de mes peintures. Celle-ci m'est tombée dessus sans même que je me préoccupe. Je n'ai jamais essayé de plaire, jamais fait de concessions. Deuxième condition, prendre des risques. Si, pour créer, il faut être novateur. Sinon, vous êtes un suiveur. On ne dira jamais de vous que vous êtes un créateur. Vous pouvez avoir un excellent coup de peinture, ou coup de pinceau, pardon. Vous pouvez être un chercheur même brillant qui reproduit des expériences de ses prédécesseurs sans pour autant engager une véritable révolution qui permet de voir la nature des équations différemment. Prendre des risques. Robert Guédiguian me dit ceci: dès mes premiers succès, je me suis toujours mis en difficulté, volontairement, et j'ai toujours fait des choses que je n'avais pas faites. Je n'hésite pas à me mettre en danger. J'en prends actuellement avec un film dont le scénario est une histoire de fou. Vous avez peut-être vu ce film, dont je suis au montage. Prendre des risques, pourquoi ?
Parce que pour créer, il faut transgresser les dogmes. Et c'est très compliqué, parce qu'avant de transgresser les dogmes, il faut avoir acquis, maîtrisé tout l'académisme. Mais l'académisme des maîtres est tellement important que la plupart sont écrasés par les maîtres. Et donc il faut à l'individu cette capacité d'incorporer toute la science des maîtres et de vouloir aller ailleurs, c'est-à-dire de transgresser le dogme. Rudi Ricciotti dit ceci: créer, c'est transgresser les dogmes, et en architecture, c'est transgresser la modernité, traverser des déserts. Tous, sans aucune exception. Être obstiné. Galilée s'est obstiné à montrer que la Terre tournait autour du Soleil. C'est ce que ça lui a coûté. Mandelbrot, le père de la géométrie fractale, a passé plusieurs années à faire passer son premier papier dans une revue scientifique. Orhan Pamuk, prix Nobel de littérature, a dû persévérer pendant 7 années avant qu'un éditeur accepte de publier son premier. Ce n'était pas un roman, c'était un recueil de nouvelles. Donc persévérer. Et persévérer alors que vous êtes dans les pires conditions, mais persévérer parce que l'objectif est d'atteindre l'inaccessible étoile. Et cette inaccessible étoile, c'est celle qui, à un moment donné, a éclairé votre vie. La personne la plus surprenante que j'ai rencontrée dans ce genre, c'est Yves Chauvin. Yves Chauvin est un chercheur et qui était très original, à tel point que cet homme-là a toujours été mis à l'écart. Il travaillait dans la compagnie des pétroles et il a été toujours mis à l'écart. Il publie un papier qui va rester dans l'ombre, et puis un jour, il se retrouve à être prix Nobel de chimie. Et il me dit ceci, alors qu'il faisait sa découverte 35 ans plus tôt. J'ai eu de suite le sentiment de l'intérêt de ce que je venais de découvrir. J'en ai parlé autour de moi, ils auraient pu me piquer mon idée, non, ils disaient que c'était idiot. Le directeur de l'Institut des pétroles où je travaillais me répétait souvent, mais Chauvin, c'est sans intérêt tout ça. Ce que vous faites ne sert à rien. C'est dur lorsque tout le monde vous prend pour un fou. Il faut tenir dans ces conditions-là. Ça se passe en 1975. 40 ans plus tard, 2015, un peu moins, 38 ans plus tard, le comité Nobel appelle Chauvin pour lui dire « on vient de vous décerner le prix Nobel de chimie ». Bon, et cet homme-là a passé 40 ans à travailler au monde, à poursuivre inlassablement. Et lui, quand je lui dis « mais quelle est cette première émotion ?» Et il me dit « j'ai 7 ou 8 ans, je suis dans la nature, c'est la guerre, je récupère des douilles de pales, je les assemble, j'y mets le feu, et là se produit une réaction absolument sublime. Et à partir de là, j'ai tout voulu savoir. De quoi étaient constitués ces corps, pourquoi cela faisait cela. Et c'était un homme extrêmement introverti, et la chimie a été son refuge. Enfin, il faut traverser des déserts, je l'ai dit, et il faut être capable de renaître de ses échecs. Alors, maintenant on va ouvrir la discussion. Dans mon livre, j'ai beaucoup été vers qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faudrait à cette société pour qu'elle permette au plus grand nombre de s'engager dans une activité créatrice.
Et qu'est-ce qu'il faut faire lorsque l'on voit un enfant qui semble avoir, non pas des dispositions, mais un intérêt extrême, surprenant, pour une activité qui peut paraître futile et dérisoire, se poser la question, qu'est-ce qui est en train de se passer à ce moment-là? Vous savez, regarder un caillou et être fasciné par un caillou, il n'y a rien de plus dérisoire. Accumuler les cailloux, il n'y a rien de plus dérisoire. Mais quand vous devenez la joaillère incontestée de la planète bijoux dans le monde et que vos bijoux sont un œuvre d'art, bien brusquement on se dit mais le dérisoire avait un rôle et nous ne l'avons pas vu. Voilà, donc les questions qui se posent, c'est si nos hypothèses sont exactes, qu'est-ce qui fait que nous avons pu avoir ce genre d'illumination? Qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas pu développer cet art, quel qu'il soit, ça peut être des mathématiques ou de l'architecture, hein, cette forme d'art? Est-ce que notre société est propice à l'émergence de la création? Est-ce que l'école est propice à l'émergence de la création? Et nous, accompagnants, grands-parents, quel rôle avons-nous par rapport à cette éclosion de ce mystère de la création? Finalement, très peu de choses, hein. Une petite émotion, une petite étincelle, et cette petite étincelle chez des individus que je considère comme étant comme moi-même, donc comme vous, et bien qu'est-ce qui fait que cette petite étincelle va donner une gigantesque explosion et que peut-être au moment de mourir, ils demanderont comme Renoir un pinceau pour encore travailler à une esquisse et dire « je crois que j'y comprends quelque chose ». Voilà, je vous remercie. Monsieur Ripoll, un grand merci. Je crois qu'on a l'impression d'être un peu plus intelligent après vous avoir écouté, ce qui est le propre des bons intervenants dans un café philo. Alors, avant d'entamer le débat, on va demander, comme chaque mois, afin de prévenir les cuisines de l'auberge, aux personnes qui veulent dîner tout à l'heure avec nous et avec Ripoll, de lever le doigt pour que Brigitte puisse vous décompter et qu'on prévienne les cuisines de l'auberge. Merci de laisser vos mains levées quelques instants pour qu'on puisse avoir le nombre d'assiettes voulu. C'est toujours désagréable de voir qu'on a oublié quelqu'un. C'est fait, Brigitte? Pour rajouter 2, plus 2. C'est bon? Parfait. Alors, en vous écoutant, Monsieur Ripoll, je me disais que j'aurais pu vous faire intervenir dans le colloque Thémard du samedi 24, parce que vous avez évoqué le côté révolutionnaire des créateurs qui rompent nécessairement avec un dogme, avec un académisme. C'est vrai en art, c'est vrai en sciences, c'est vrai partout. Et je me disais également que Nietzsche, qui est toujours le bienvenu parmi nous, que vous avez fini par accepter, qui est devenu votre familier, dès sa jeunesse, écrit dans un texte de jeunesse non publié, qui est le livre de philosophe, ce n'est qu'une question de degré, nous sommes tous philosophes, savants, poètes, etc. Bien. Donc c'est tout à fait ce que vous avez dit. Qu'est-ce qui fait que parmi ces capacités que nous avons tous, certains vont les mettre en œuvre? Donc vous êtes parti à la recherche d'une généalogie, d'une origine, et puis en même temps vous avez développé les facteurs ensuite nécessaires, psychologiques, hein, l'endurance, la résistance, l'entêtement d'une certaine manière, avec des exemples magnifiques. J'ai pensé aussi, et ensuite je vous donne la parole, ça sera mon dernier mot. Au début de votre exposé, vous évoquez l'étonnement qu'on peut avoir effectivement devant certaines personnes que rien ne destinait spécialement à la création. Ça m'a rappelé un vieux souvenir de professeur de classe préparatoire. J'ai eu la chance d'avoir pendant des années et des années à la fois la classe d'Hippocane et la classe de Cannes au lycée du Monderville de Toulon. En fin d'année, on se réunissait et on
était un petit peu, on avait le cœur déchiré à l'idée qu'on allait refuser le passage en Cagne à certains étudiants et au contraire favoriser le passage en Cagne à d'autres étudiants. Et ce qui m'a marqué pendant des années, c'est la surprise que nous réservaient certains étudiants. C'est-à-dire que certains étudiants pour lesquels on était tous unanimes à dire il faut qu'ils passent en Cagne, ils vont être brillants, s'écroulaient, ne faisaient plus rien en deuxième année, et que des étudiants qu'on avait laissé passer avec beaucoup de réticence en disant ben, on verra bien, se révélaient tout d'un coup en deuxième année, faisaient une Cagne extraordinaire, étaient parfois reçus à des concours prestigieux. Donc il y a effectivement cet élément un petit peu d'étonnement, donc il y a un mystère de la création, vous l'avez dit, mais il y a également des conditions favorables, et dernier mot avant de vous laisser la parole, toujours mon ami Nietzsche, bien sûr. J'avais fait une conférence hier, il y a un certain nombre d'années, qui allait un petit peu sur votre terrain, mais je ne vous connaissais pas à l'époque. Est-ce qu'on peut programmer d'une certaine manière la création, ou construire une société qui favorise davantage la création, peut-être un enseignement qui favorise davantage la création? Vous avez évoqué ce genre de questions. Donc, on ne programme pas la création par définition, mais peut-être qu'on pourrait, et vous avez jeté quelques linéaments dans cette direction-là, intéressant, peut-être qu'on pourrait avoir une école, une éducation, un environnement qui soit plus propice au développement de ces capacités qui aboutissent un jour à la création et en particulier à la grande création. Ça, j'en suis tout à fait persuadé, et Nietzsche y a réfléchi. Très jeune, il prononce à Bâle des conférences sur l'avenir des établissements d'enseignement en 1872, et il réfléchit au fond à cette question. Il n'est pas hostile à l'académisme, on a besoin d'un certain académie, vous l'avez dit très bien, un peintre doit d'abord avoir assimilé tout, sinon il va répéter ce qui a été fait avant lui. Mais en même temps, à un moment donné, il faut rompre avec l'académisme et trouver cette capacité de rupture sans laquelle la création n'est jamais la création. Donc c'est cet équilibre délicat. Comment construire une école qui soit à la fois capable de transmettre des académismes ou des normes et en même temps capable d'évoquer, peut-être que vous avez une première réponse à apporter à cette interrogation. Qu'est-ce que serait une école qui à la fois transmettrait et développerait peut-être la capacité de rupture chez nos élèves et chez nos étudiants? Voilà, c'est peut-être la première question que je vous poserai. Reprenez votre micro, moi je vais donner celui-là à nos amis. Bien, d'abord il y a l'environnement, c'est une succession de bulles. L'environnement, la société, puis un environnement qui est celui de la micro-société dans laquelle on vit, puis il y a l'école, puis il y a la famille, ainsi de suite. Et le propre de la création, c'est que ces différentes bulles aillent dans le même sens. Et la même logique, la même orientation. Ceci a été très bien montré, notamment sur des sociétés indiennes, donc dans des villages pas trop loin les uns des autres, un rapport différent donc à la religion, un rapport différent au mythe des anciens, et on montre que les créations se font dans une société, ne se font jamais dans l'autre. Autrement dit, il y a bien des environnements propices. Ça c'est une chose. Ensuite, il y a le regard que l'on porte sur les activités, que la société porte sur les activités. Il y a des activités qui sont nobles, il y a des activités qui ne sont pas nobles. Regardez ce qui se passe actuellement au niveau des start-up. Maintenant, tout le monde sait que pour gagner de l'argent, on crée une start-up, mais que cette start-up ne doit pas être là où se trouvent toutes les autres. Et on sait en plus que la start-up qui permet de faire gagner de l'argent peut, en l'espace d'une année, devenir obsolète. Autrement dit, celui qui rentre dans ce système-là, et les écoles préparent, en organisant des jeux de rôle, un tas de... toute une organisation qui est destinée à faire émerger la création, la créativité. Donc, et la société prépare, autrement dit, on est là dans un cadre qui est extrêmement favorable et où les Français sont cocoricots, se débrouillent très très bien et tirent leur épingle du jeu. Autrement dit, il y a les conditions favorables. Reste à voir, lorsque les conditions sont favorables pour tous, quel est celui qui va émerger de cela? Et c'est donc, on retombe sur la question. Mais c'était pour répondre à votre question donc, du caractère favorable. Maintenant, il y a toutes les activités qui ne sont pas nobles. C'est-à-dire toutes les
activités qui ne produisent pas du PIB. Et celles-là, forcément, on les intègre dans l'enseignement parce qu'on considère que c'est nécessaire à l'épanouissement de la personne, mais sans pour autant accorder le crédit d'activité qui permet à l'individu de s'épanouir et de développer quelque chose qui n'existait pas. Et voilà donc l'on est entre ces contradictions, c'est que si on veut pousser à créer, on peut le faire, mais notre système ne permet pas de créer dans tous les domaines, et il y a des domaines qui sont sinistrés. Je crois avoir bien compris votre opinion. Donc vous êtes plutôt optimiste dans certains domaines où on sait exciter, je dirais, ses capacités, et par contre, effectivement, il y a ces domaines qui sont un peu marginalisés et pas porteurs dans une société où l'économie est dominante de valeurs économiques. Voilà. Le domaine culturel en général. Le domaine culturel. Bien, la parole est à vous, je suis sûr. On a des créateurs, hein, M. Ripaud, dans la salle, on a des artistes, on a quantité de créateurs. Je suis sûr que vous avez des questions majeures à vous poser, peut-être pour aller rechercher leur première émotion ou ce qui a pu dans leur passé déclencher le déclic. Quel a été le déclic? Je vous passe la parole. Merci. Oui, je voulais juste soulever un exemple d'un créateur immense, enfin, à mon sens, c'est Stephen Hopkins, l'astrophysicien, entièrement paralysé, qui communique simplement avec les yeux actuellement et qui arrive à faire toutes les découvertes qu'il met sur la table de la physique moderne. Comment vous le classez, vous? Parce que ce n'est pas une révélation d'enfance, a priori, parce qu'il avait l'air d'être dans un milieu plutôt ouvert quand il a présenté sa thèse. Il est tombé malade à ce moment-là. Moi, ce gars m'épate. Alors, est-ce que vous avez un diagnostic sur Stéphane? Non, mais s'amuser à donner un diagnostic, ça serait pour moi appliquer des schémas, alors même que je n'ai pas les moyens de les appliquer. Si je rencontrais Stephen Hopkins, et si je passais quelques heures avec lui comme je passe avec les autres, j'aurais peut-être, puisque moi j'ai ma grille d'analyse, mon livre s'appelle Enquête sur le secret des créateurs. C'est-à-dire je mène une enquête comme un détective. Et j'utilise des indices, j'ai mon modèle, c'est un modèle théorique, j'ai ce qu'en disent mes collègues chercheurs, et puis à partir de là, j'essaye de rentrer là où il faut. Donc je ne peux pas vous répondre, parce que bien sûr, il va me venir le classique, Hawkins, bon, évidemment, dans son état, qu'est-ce qu'il lui reste à d'autre que d'atteindre les étoiles? Je vais faire une métaphore qui ne va pas valoir grand-chose, où la personne quitte son corps pour aller dans l'espace. Bon, mais bon, ça ne vaut pas dessous. Voilà, donc je ne peux pas répondre. Alors, le modèle, est-ce que c'est entièrement a priori, et vous avez prononcé quelques phrases qui semblaient presque le dire, ou est-ce qu'il s'est élaboré avec les premières interviews, les premières rencontres que vous avez faites? Alors, dans tous les livres que je fais, j'écris un journal de bord. Alors là, actuellement, je suis en train d'en écrire un. Si vous y allez, vous avez le journal de bord, où, quasiment toutes les semaines. Alors, c'est une réflexion, c'est ce que j'ai... réflexion du moment, où je suis en train d'aborder un chapitre, et puis je mets 15 lignes, où je demande au lecteur de réagir. Voilà. Et à chaque fois que je rencontre une personne, avant de la rencontrer, j'écris toutes mes hypothèses. Puis l'entretien a lieu, et dès que je peux, j'écris tout ce qui est sorti de cet entretien. Non pas, je ne débrouille pas mes émotions, mes impressions. Et dans ce livre, vous avez une année de journal de bord. Et bien vous verrez comment c'est un va-et-vient, parce que pour trouver une pépite, il faut d'abord aller la chercher. Il faut croire qu'on va la trouver, et puis il ne faut pas aller chercher n'importe où. C'est comme le cueilleur de champignons. Voilà, je ne suis pas cueilleur de champignons, mais mes champignons, ce sont des moments d'émotion, et donc voilà, ça se fabrique comme ça, c'est un va-et-vient entre mes réflexions et les rencontres que j'ai.
Là, vous me rappelez la méthode sur laquelle j'ai dû faire des cours, comme tous les profs de philo de France et de Navarre, qui est la méthode de Claude Bernard, qui disait on ne peut pas aborder une expérimentation si au départ on n'a pas l'air, sinon on ne voit rien. Donc il faut qu'on l'aborde avec des hypothèses et des interrogations, puis ensuite, effectivement, l'expérimentation ou l'observation va conforter certaines et en rejeter d'autres. Voilà. Je crois que c'est un petit peu ça. Il faut avoir un esprit critique. Moi, il y a quelque chose qui, dans ma carrière qui m'a vraiment bousculé au-delà de ce que l'on peut penser. Moi, j'ai été formé à une époque, je suis psychologue, où on considérait que le haut dirigeait le bas, on va dire. Un système nerveux pilote tout. Bon, et puis donc, les modèles fonctionnaient bien, les théories fonctionnaient bien, les expériences fonctionnaient bien, et moi j'étais dans cette-là, et si on monte une expérience, on peut monter correctement une expérience qui dit quelque chose de la réalité. L'expérience donne des résultats valides expérimentalement, mais ce qu'elle dit de la réalité est faux. C'est à vous dégoûter de la science, mais c'est comme ça que ça se passe. Et brusquement, alors que j'ai environ 45 ans, nous arrive quelque chose de quelqu'un qui est iconoclaste, qui sort du lot et qui fait une observation qui est d'une banalité extraordinaire et qui dit « tous vos modèles, ça ne tient pas la route ». On peut imaginer, quand vous vivez avec des modèles, les modèles, vous vivez avec. Et puis brusquement, quelqu'un vous dit « mais tout ce que tu dis, ça ne tient pas ». C'est jamais, là encore, c'est jamais tout ou rien. Ton modèle ne dit pas tout, il dit une partie des choses alors que tu crois tout dire. Bon voilà, mais quelqu'un qui fait une observation aussi simple que de regarder un oiseau, un fou de bassan qui plonge. Un fou de bassan qui plonge. Bon, cet homme-là observe un fou de bassan qui plonge et qui vous dit, si le fou de bassan ferait comme vous le dites, il n'arriverait jamais correctement à plonger, c'est-à-dire à replier ses ailes d'une certaine façon. Donc il se passe autre chose. Mais ça, n'importe qui peut voir le fou de bassan, mais personne ne peut le voir, parce que nous sommes tous aveugles et nous sommes enfermés dans le dogmatisme. Très très belle remarque. Pardon. Oui, j'arrive. Et ensuite au fond, hein, voilà. C'est une question toute banale. Est-ce qu'il y a une relation de cause à l'effet entre le choc initial et ce que l'artiste va devenir? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose qui fait le lien? C'est plus qu'une relation, c'est vraiment une relation de cause à effet. Ce que les artistes sont, moi je travaille avec eux quasiment pour certains à la fin de leur vie, mais ce sont des artistes ou des créateurs accomplis, et c'est clair que eux-mêmes le disent. Eux-mêmes le disent. Je ne m'en ai pas rendu compte, mais ça se produit à ce moment-là. Je vais vous donner un exemple. Je rencontre Daniel Buren. Daniel Buren me dit, première émotion, il cherche, et il me dit, peut-être, j'ai construit une cabane où je reçois ma famille, grands-parents et ainsi de suite, régulièrement là-dedans, dans ma cabane, qui est dans le jardin. C'est la guerre. Un soir, on a un bombardement. Je suis à la fois terrorisé et il y a des lumières absolument extraordinaires dans le ciel. Le lendemain, je vais voir ma cabane, et ma cabane a absolument éclaté. Je lui dis, mais quelle relation cela a-t-il avec votre œuvre? Il me dit, je ne sais pas, mais vous me demandez une émotion esthétique, ben c'est celle-là. Et je me rappelle quelque chose qui est important dans l'œuvre de Daniel Buren. Parce que, bon, inutile de vous dire que si je m'intéresse à ces gens-là, c'est que je suis passionné de culture, que tous ces gens-là, je les aime en tant que créateurs, et que donc j'ai quand même une grande proximité, même si je ne les ai jamais rencontrés, très grande proximité, pas affective, ça serait exagéré, émotionnelle avec eux. Et je me rappelle que Daniel Buren, à un moment important, a créé une œuvre qui s'appelle Les Cabanes éclatées.
Et c'est quoi les cabanes éclatées? Si vous allez sur Internet, cabanes éclatées, ce sont des cabanes qui sont tenues par des tiges métalliques ou en composite quelconque, avec des translucides de couleurs. Et quand on rentre dans la cabane, eh bien, on est dans un environnement qui est très coloré. Et ceux qui ont visité Monumental, qui a été fait au Grand Palais, il y a de ça 5 ou 6 ans, sa cabane, c'est le Grand Palais. Et c'est uniquement fait avec ça. Et quand je lui dis, mais alors quel rapport? Il me dit, c'est vrai, je n'y avais jamais pensé. Voilà, et il a appelé ça la cabane éclatée. Bon, si Daniel Buren n'avait pas eu cette émotion, peut-être qu'il n'aurait pas été cela. Donc vraiment une causalité très très forte. Oui. Oui, bonsoir. Vous avez parlé d'une émotion, tout à l'heure, une émotion de départ, donc qui serait aussi développement, serait plutôt une émotion heureuse, qui pourrait être une découverte, quelque chose qui anime, qui va pousser vers l'extérieur, qui va pousser vers une recherche. Et puis de ça peut naître en fait une espèce d'obsession, en fait, l'obsession qui peut parfois être très douloureuse, celle de la création, parce que c'est pas forcément un processus qui va de soi comme ça peut être extrêmement douloureux. Et pourquoi dès lors, à partir du moment où on se pose cette question de cette douleur, est-ce qu'on ne mettrait pas fin à cette obsession et à cette recherche sans pour autant aller jusqu'à la mort? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le moteur, l'impulsion, qui vous impose d'arriver quelque part, jamais au bout, mais toujours un peu plus loin. Et puis, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. J'ai une artiste peintre qui s'appelle Verdier qui me dit que lorsqu'elle n'arrive pas à certaines toiles, c'est quelque chose, elle me raconte, c'est quelque chose d'absolument terrible. Elle fait un grand feu dans son jardin, et ces toiles qu'on s'arracherait parce qu'elles coûtent des fortunes, eh bien, elle fait un immense feu et elle met le feu à ses toiles. Elle dit c'est une douleur absolument incommensurable, mais je ne suis pas arrivé là où je dois aller et je vais m'y remettre. Donc, la notion de plaisir, elle est forcément associée à la fonction de douleur, puisque pour y arriver, c'est une atteinte, c'est très difficile et on a peu de chance d'y arriver. Et lorsque l'on croit y être arrivé, c'est ce que dit Camus et c'est ce que dit, j'ai oublié son nom, mais bon, Modiano, quand on croit y être arrivé, ben non, on recommence. Alors peut-être que, excusez-moi, je vais juste dire, j'ai oublié peut-être de dire quelque chose qui est important. Si on prend la lettre ce que j'ai dit, c'est un événement qui va déterminer de la création de l'individu. Oui, mais c'est un individu qui est disponible pour faire quelque chose de matériau qu'il va utiliser. C'est pas tout le monde joue avec un caillou. Beaucoup rencontrent un fossile. Beaucoup font des cabanes. C'est pas cela qui va faire d'eux des créateurs. Mais l'individu, à un moment donné, a besoin de quelque chose et le concours de circonstances fait que l'événement va produire ce quelque chose pour lequel il est extrêmement réceptif et c'est le début de la boucle. Donc, ce n'est pas l'événement qui produit, mais un individu qui est en attente de quelque chose et qui va à la rencontre d'un événement qui se produit. Enfin, non, c'est pas tout à fait ça dont je veux parler, c'est plutôt du caractère obsessionnel et parfois qui est souffrant, dont on parlait, et qui fait qu'une personne peut aussi mettre fin à sa création parce qu'elle se questionne sur la souffrance qui est en elle et sur l'obsession qui est en elle. Oui, j'ai rencontré Di Rosa, un plasticien qui a vécu et qui vit des affres métaphysiques et psychologiques épouvantables et qui n'a cessé de vouloir arrêter et de s'y remettre. Effectivement, celui qui arrête ne va pas se trouver dans mon panthéon. Je veux dire par là, ne peut pas se trouver parmi les 24, puisqu'il a décidé d'arrêter. Mais c'est une des raisons
Et quand je dis que pour pouvoir créer, il faut être capable d'endurer pour durer, c'est-à-dire de passer toutes ces souffrances, celui qui n'en dure pas pour durer, ben, il n'atteint pas la création. Vous avez évoqué le hasard, je crois que c'est important, effectivement, il faut pas, cet événement, il faut qu'il arrive à un moment précis dans la vie de quelqu'un qui soit en harmonie. Ce hasard, moi j'ai une question que j'ai souvent posée à Boris Cyrulnik, on a souvent intervenu ensemble, quand il parle de résilience, où il montre l'importance de rencontrer à un moment de grande difficulté une personne, ça peut être un voisin, ça peut être un grand-parent, vous les avez évoqués. Et ça, c'est un petit peu le fait du hasard, parce qu'effectivement, on peut avoir cette personne à portée de main ou ne pas l'avoir, et ça, c'est pas programmé, c'est pas programmable, c'est pas décidable, c'est tout à fait important. Mais oui, dans l'exemple que vous avez donné, il y a un exemple majeur qui est Arthur Rimbaud. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est que ces créateurs qui, à un moment donné, cessent du jour au lendemain de créer? Est-ce que Rimbaud est parti au Moyen-Orient parce que sa création le faisait exagérément souffrir? C'est pas impossible, mais effectivement, on n'est plus dans le domaine d'interrogation du Père-Paul, on est dans autre chose. La parole est encore à vous. Oui, j'arrive. Merci. Monsieur parlait à l'instant d'obsession. Je me posais la question, les grands créateurs sont-ils nécessairement des perfectionnistes ou est-ce que c'est d'un autre ordre? Sont-ils des perfectionnistes? Non, je dirais que ce sont des obsessionnels. Et qu'ils ont une intuition de ce que pourrait être leur œuvre achevée. Et ils ne cesseront, tout au long de leur vie, de s'approcher de cela. Dans ce sens, on peut dire qu'ils sont perfectionnistes, mais bon, ce sont des obsessionnels. Oui, il faut qu'ils aient quand même ne serait-ce qu'une vague idée de ce que serait l'œuvre achevée pour poursuivre le chemin, parce que sinon, comment peuvent-ils mesurer le fait de la distance par rapport à cette œuvre Oui, non, ils ont une idée, chaque création les rapproche de cette idée, mais lorsqu'ils sont arrivés à ce moment-là, ce n'est pas suffisant et il faut aller plus loin. Donc, en gros, je dirais, ils ne savent pas où ils savent où ils vont, mais ils y vont. Alors, on pourrait presque dire aussi qu'on a quelque chose de dialectique, c'est-à-dire qu'en produisant une œuvre, ils modifient l'idéal dont ils se rapprochent, et donc on est dans quelque chose qui est inatteignable, parce que chaque pas que je fais en direction de cet idéal modifie cet idéal lui-même. Il y a peut-être aussi cet aspect des choses. L'inaccessible étoile. Il faut vouloir flirter avec les étoiles, c'est-à-dire s'élever au-delà de la scène où se trouve tout le monde, c'est-à-dire être ailleurs, tout en sachant que l'étoile est inaccessible. Bonsoir. Est-ce que l'enfant dont vous parliez tout à l'heure de entre 8 ans et 12 ans, avec cette étincelle, est-ce que le QI est lié à une importance pour cette étincelle? Est-ce que le QI, l'intelligence, oui. Un QI important qui donne plus volontiers une étincelle? Je vous donne... il y a cette question-là a été étudiée par l'auteur américain qui a fait cette étude sur une cohorte de créateurs et qui montre que le QI des créateurs, alors tout domaine, statistiquement n'est pas différent du QI des non-créateurs d'un milieu identique et d'un niveau d'études ou de maîtrise de l'académisme. Autrement dit, c'est pas le facteur déterminant. Pas le facteur déterminant. De la même façon que je m'en étais rendu compte dans le domaine du sport, et c'est pas étranger au travail que je fais, où celui qui intrinsèquement a les meilleurs atouts biologiques, neurobiologiques, n'est pas forcément celui qui s'en sort. Et en fait, dans le domaine du sport, le seul paramètre qui me paraisse devoir être pris en compte, au-delà, alors évidemment, il faut un certain potentiel. Hein, si vous voulez jouer au basket, il vaut mieux mesurer 1m95 que mesurer 1m25. Et
et ainsi de suite. Mais à qualité égale, ce qui fait la différence, c'est la capacité d'investissement d'un individu, sa motivation et sa capacité à durer et endurer. Et notamment, c'est très compliqué, les sportifs, il leur faut un équilibre, c'est-à-dire que si vous n'avez pas besoin de renforcer votre ego, vous ne faites pas du sport de compétition, vous faites du sport loisir. Mais si vous n'avez qu'un besoin de renforcer votre ego, c'est extrêmement difficile parce que chaque échec, chaque contre-performance est prise comme un échec, vous atteint et vous peut vous faire mettre un terme à votre carrière, alors que si votre objectif c'est de s'accomplir, on peut prendre une claque parce que son ego en prend là, mais la contre-performance n'est pas un échec, c'est un moyen d'apprendre. Et ça, c'est vraiment caractéristique chez tous les grands champions que j'ai rencontrés. Tout à fait. Oui, vous venez de répondre en partie à ma question qui était justement que vous aviez un peu éludé sur le sportif, entre un sportif et un créateur artistique. C'est pas du tout, à mon sens, la même chose. Or, les mécanismes sont sans doute comparables. Vous convenez qu'avec moi, le sportif, il ne travaille que contre lui-même les autres, ses concurrents, alors que l'artiste, il a une œuvre seul, tout seul, et il n'est pas forcément en compétition contre les autres, et il va créer, se dépasser pour sortir son œuvre. Donc, on est bien dans des, me semble-t-il, des conditions différentes. Ceci dit, il s'agit toujours de l'homme. Oui, mais vous avez raison, mais je les ai mis en parallèle pour discuter d'une question qui est la capacité d'endurer. Et ça c'est commun. Et ça, on le trouve exactement de la même façon. Et j'ai trouvé les créateurs, quoi que l'on en dise, beaucoup plus équilibrés que les sportifs, dans leur motivation. Ouais. Donc ce sont les mêmes ingrédients. Après, il y a tout ce qui les différencie, bien entendu. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose qui m'a vraiment beaucoup intéressé dans votre exposé, qui est cette idée d'émotion primordiale en quelque sorte. Est-ce que cette émotion, vous avez parlé des grands-parents qui sont souvent présents, est-ce que cette émotion, elle doit nécessairement avoir été partagée, ou est-ce qu'elle peut être simplement vécue par l'individu qui n'a pas pu la transmettre à qui que ce soit et qui va, malgré cette non-transmission, déclencher tout ce mouvement, cette recherche qui aboutira à la création beaucoup plus tard? Ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Lorsque j'ai posé la question, quelle est la première émotion que vous avez eue, ainsi de suite, que la personne, en cherchant, fait sortir quelque chose de son chapeau en disant « tiens, ça peut-être ». À partir de là, je rentre vraiment dans la situation, je le replonge dans cette situation, puis je vais lui demander de m'exprimer tout ce qu'il y a autour, les relations, et ainsi de suite. Et j'ai toujours ce cas-là. Je me rappelle par exemple que Rudy Ricciotti, par exemple. Rudy Ricciotti, j'ai dit, mais bon, comment vous arrivez à l'architecture venant de votre milieu? Il me dit, je vis dans un milieu qui est dur, qui est rude, j'ai les pieds dans le sel, la seule chose que je fasse, c'est d'essayer d'attraper des sols dans mon étang, c'est dur, la maison, tout est difficile, et ainsi de suite. Et je lui dis, quelle est cette première émotion que vous avez eue? Et il me dit, un Peter Pan sortant de l'eau. Peter Pan sortant de l'eau. Il dit oui. Ah, c'est quoi? Il me dit, peut-être que je me fais une erreur, mais il faudra voir dans le livre, je crois qu'il me dit, je suis à Salon de Provence. Et je suis dans un parc. Et il y a là un faune. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai l'expérience sensible de ce qu'est la beauté. Rien ne me prépare à cela. Et il dit ça, c'est le choc. Et cette recherche de beauté, c'est tout le temps ce que j'ai essayé de rechercher, cette espèce de grâce, cette envolée et cette finesse. Et quand il dit le texte que j'ai lu de lui, il dit il est contre la modernité, c'est-à-dire finalement Le Corbusier, toute cette géométrie, alors qu'il est lui dans une forme.
Et alors bon, et on est là à Salon-de-Provence, et on prend notre temps à Salon-de-Provence, mais pourquoi Salon-de-Provence? Eh bien parce que quand je sortais de mon environnement très difficile, j'allais chez ma grand-mère qui était à Salon-de-Provence. Et avec qui étiez-vous ce jour-là dans le parc? J'étais avec ma grand-mère. Bon, alors, je peux comprendre que vous disiez, bon, finalement, cet homme-là, il va à la chasse aux papillons, et puis il nous les arrange à sa façon, sur son plateau, pour montrer comment... Bon, voilà moi ce que j'ai vécu, et ce que je relate dans ce livre, et c'est vraiment... Quand il y a autant, j'ai des individus qui culturellement sont différents, dont les arts sont différents, dont les histoires sont différentes, dont les genres sont différents, dont la culture est différente, et que on retrouve toujours les mêmes ingrédients, on se dit, bon, il y a des mécanismes nécessaires pour en arriver là où ils sont. Alors quand vous allez à la recherche avec les personnes sur qui vous travaillez, de cette émotion qui a tout déclenché, est-ce qu'il est arrivé que votre interlocuteur échoue à retrouver cette émotion primordiale? Ou est-ce que toujours vous avez le talent de le conduire vers cette matrice qui est celle de toute sa création intérieure? Si, il y en a un que j'ai loupé, pour des raisons que je vais vous expliquer, c'est Henri Atlan. Henri Atlan est biologiste. Biologiste et grand spécialiste de Spinoza. Tout à fait. Donc, biologiste, philosophe, et ainsi de suite. Je rencontre Henri Atlan, et par erreur. Pourquoi je rencontre Henri Atlan? Parce que je suis un admirateur, c'est pas le mot admirateur, je suis scientifique. J'ai travaillé sur les modèles d'Henri Atlan. Ce sont des modèles qui ont vraiment révolutionné, changé, non seulement la biologie, où il a été dans le désert pendant quelque temps, parce qu'il a été dans le désert pendant très très longtemps. Mais heureusement, ce sont les philosophes, les psychologues et les sociologues qui ont utilisé ces concepts pour en faire quelque chose. Bon, puis après, il a été reconnu par la suite. Donc, et moi, en tant que psychologue, j'ai beaucoup travaillé sur les modèles d'Henri Atlan. Donc, j'avais une espèce de fascination pour les modèles d'Henri Atlan. Et quand je l'ai rencontré, c'est épouvantable, parce qu'en fait, je n'ai pas été le chercheur qui venait, pas analyser, mais quand même analyser Henri Atlan. J'étais l'étudiant qui venait auprès d'Henri Atlan pour continuer son travail personnel. Et c'est épouvantable. Henri Atlan arrivait d'Israël, on s'est rencontrés dans des conditions absolument épouvantables, dans un bistrot de Marseille. Enfin, bon, tout a été difficile. Et quand j'ai écouté ça, voilà. Donc je suis passé totalement à côté. Sinon les autres, vous verrez si vous lisez le livre. C'est pas Henri Atlan qui est responsable, c'est vous qui êtes responsable. Absolument. Oui, je n'ai pas fait mon travail. J'arrive. Allez, deux dernières questions, parce que leur tour, et après, Robert, je ne peux pas rester jusqu'à 3h du matin. Bonsoir, je vous remercie de votre intervention. Je voudrais simplement rendre grâce au créateur, au vrai créateur, le seul qui a fait Ex Nihilo. Tous les autres, ce sont des créateurs seconds. Est-ce qu'il y a eu une émotion qui a déclenché ça? Là, on part sur un autre sujet. Allez-y. Alors, c'est vous qui avez le privilège de la dernière question. Ça ne touchait pas que la création, ça touche tous les dons, toutes les vocations, tous les talents, cette émotion première. Et si c'est le cas, quelle est votre première émotion? Oui. À faire cette recherche-là. Oui, tout le talent, oui. Tout ce qui permet... Je pense que pour moi, le créateur est quelqu'un... Pour moi, alors, il faut s'entendre ce que j'appelle créateur. Nous pouvons être dans nos activités journalières des créateurs, puisque nous produisons des choses qui n'existent pas et qui sortent. Donc, nous avons une relation avec la création. Moi, ce qui m'intéressait chez les créateurs, j'ai essayé... Pour moi, le
créateur qui m'intéresse, quand il est artiste, c'est celui qui me permet de voir différemment le monde. Je ne vois pas le monde de la même façon après avoir vu Picasso. Je vois le monde différemment. C'est tout. Lorsqu'il est scientifique, c'est celui qui me permet de comprendre le monde différemment. Je pensais que le modèle de fonctionnement du corps humain et de la pensée, c'était top-down. Et puis l'autre, il regarde son oiseau, il me dit c'est bottom-up, c'est pas haut. Bon, voilà, il me permet de comprendre différemment le monde. Et l'inventeur est celui qui me permet d'agir différemment sur le monde. L'inventeur de l'ascenseur me permet d'aller plus vite. L'inventeur de l'avion me permet de me déplacer plus vite. L'inventeur des jumelles me permet de voir plus loin. Autrement dit, voilà. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est quels sont ces individus qui, alors que l'on peut penser que la pensée est finie, puisque les maîtres sont tellement hauts qu'on ne les atteindra jamais, quel est celui qui peut avoir l'insolence de penser qu'il peut faire, alors qu'il connaît tout du maître, qu'il peut faire différent du maître. Voilà, alors, et ça dans n'importe quel domaine que ce soit. C'est l'expression de toute forme de talent. J'ai un cuisinier, par exemple, passé d'âme. Bon. Qu'est-ce qui fait qu'il se met à faire une cuisine et avoir 3 étoiles? Qu'est-ce qui explique ça dans son histoire? Ben là encore, c'est une histoire où ses parents sont proches de lui et où sa grand-mère joue un rôle particulièrement. Voilà, donc ça touche la bijouterie, la poterie, toute forme d'expression humaine. On a une très belle illustration que vous êtes en train de dire dans un grand livre sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler, qui est Kandinsky, comme par hasard, un immense peintre, du spirituel dans l'art, où il évoque ce triangle ascendant, qui est qu'effectivement le sommet du triangle, eh bien, il continue à grimper, il va devenir le 2e étage, et tout le monde va accéder, mais il faut parfois un siècle, 2 ou 3, tout le monde va accéder au sommet du triangle que les grands créateurs ont atteint avant les autres, mais il y a effectivement, ça rejoint l'idée de Nietzsche, nous sommes tous créateurs, philosophes, poètes. Donc il y a une ascension en quelque sorte de l'humanité, le créateur, celui qui a un peu d'avance sur les autres, mais si précisément il va toucher le plus grand nombre, parfois ça prend un siècle, pensons dans le Van Gogh, dans les tableaux servaient à toucher les poulaillers d'arbres, eh bien il faut parfois un peu de temps, effectivement. Et surtout dans les domaines qui sont ceux de la culture et de la grande création culturelle, où le créateur est tellement en avance qu'il ne peut pas être rejoint et compris très tôt, et qu'il faut souvent beaucoup de temps pour qu'il le soit. C'est différent au niveau de ce que vous appelez l'inventeur. Et quelquefois il disparaît. Bien, je crois qu'on peut réapplaudir Hubert École. Il nous a beaucoup appris. Je rappelle qu'il a donc quelques livres à votre disposition pour creuser, découvrir les exemples qu'il nous a donnés. Il y en a beaucoup d'autres. Il nous a donné un tout petit aperçu, et donc je suis sûr que certains d'entre vous auront plaisir à lire son ouvrage.